Dans les risques majeurs auxquels notre société est confrontée, on trouve en premier lieu la transition écologique. Dans le monde, si je reviens sur les 20 dernières années, le nombre de catastrophes naturelles a augmenté de 74% par rapport aux 20 années précédentes. Cela a causé 1,2 million de décès et a affecté plus généralement 4,2 milliards de personnes. Sur la seule année 2020, les catastrophes naturelles ont franchi encore un triste record avec plus de 126 milliards d'euros de dommages. En France, entre 2020 et 2050, donc prospectivement, le coût des sinistres climatiques devrait être encore multiplié par 5 ou par 6 dans certains départements, majoritairement situés dans l'ouest du pays. Il est donc urgent d'agir, comme nous le rappellent les épisodes récents. Je pense évidemment à la terrible tempête Alex. Je pense aussi aux épisodes de gel ou aux intempéries du mois de juin. À côté de ce risque finalement connu, même s'il n'est pas du tout maîtrisé, celui de la transition écologique, nous avons aussi des nouveaux risques, des risques émergents. Je pense au risque cyber. Le risque cyber, dans le monde en 2020, 800 000 plaintes correspondant à environ plus de 4 milliards de dollars de pertes, avec une progression des plaintes de plus de 70% par rapport à 2019 et en termes de coûts, plus de 20% par rapport à 2019. En France, sur ce risque cyber, 1640 plaintes ont été déposées, soit 1,3 fois plus qu'en 2019 et 3,8 fois plus qu'en 2018. Un autre risque émergent, et là évidemment on pense tous à la pandémie. Pandémie dans le monde, maintenant le Forum économique mondial l'identifie comme le premier risque à court terme, mais ils disent aussi, et c'est pas sans lien avec la transition écologique, avec la baisse de la biodiversité, eh bien c'est que nous aurons malheureusement plus de pandémies également dans le futur. En France, le risque d'augmentation des pandémies est maintenant le 3e risque à 5 ans, selon notre étude annuelle des risques, telle qu'analysée en 2021. Alors, quid de l'assurance privée que je représente face à la montée de tous ces risques? Eh bien, l'assurance privée ne peut pas seule gérer ces risques exceptionnels. Pour une raison simple que tout le monde peut comprendre, l'assurance, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que les primes, les cotisations de ceux qui n'ont pas de sinistre servent à indemniser ceux qui ont malheureusement des sinistres. Et on voit bien que quand tout le monde est touché en même temps, eh bien, ça ne fonctionne plus. C'est la raison pour laquelle, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les risques systémiques sont exclus des contrats d'assurance. C'était le cas, par exemple, des pertes d'exploitation dans la plupart des contrats, parce que ce sont des risques non mutualisables. Alors aujourd'hui, nous avons évidemment des défis supplémentaires. Il y a des risques réputés non assurables, mais sur lesquels on a trouvé des solutions. Je pense au risque de catastrophe naturelle. Et il faut toujours se rappeler qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir un tel régime. Il y a beaucoup de territoires dans le monde qui aimeraient avoir une couverture des aléas naturels et une indemnisation des aléas naturels. C'est rendu possible par la mutualisation sur l'ensemble des contrats qui comportent une garantie dommage, c'est-à-dire une mutualisation géographique très très importante, et ce qui fait qu'à un moindre coût, on a pu indemniser depuis des années les victimes, les dommages du moins des débordements du climat. Mais là aussi, la branche catastrophe naturelle, elle est déficitaire pour la 5e année consécutive, avec par exemple 2,2 milliards de prestations versées contre 1,7 milliard de cotisations encaissées. Donc vous voyez, même sur les risques sur lesquels on a trouvé historiquement des solutions, on voit bien que l'aggravation des risques
pose aujourd'hui des défis d'équilibre financier, en particulier à notre profession et plus généralement à l'ensemble de notre société. Je pourrais dire la même chose sur le risque cyber, où le ratio qui traditionnellement compare la charge de sinistre par rapport aux primes ou aux cotisations encaissées. En risque cyber, c'est passé de 84% à quasiment 170%. Sur l'assurance agricole, dont on parlera, je pense, en moyenne, eh bien, on paye 105% des primes en sinistre. Donc, vous voyez bien que c'est un risque qui est déséquilibré. Alors, heureusement, l'assurance, c'est la mutualisation. C'est la mutualisation entre les assurés d'une même branche, la branche automobile, par exemple. C'est aussi la mutualisation entre les différents risques assurés par l'assureur. Et je disais devant Juliane Normandie que ce qui disait mais comment c'est possible sur l'assurance récolte, j'ai dit que ce sont les autres branches d'assurance qui d'une façon ou d'une autre compensent cet excédent de sinistre dans certaines branches et effectivement l'assurance agricole en a bénéficié depuis des années, mais c'est le fonctionnement de l'assurance et je suis heureuse de pouvoir le rappeler ici. Et c'est-à-dire que quand il y a une année qui est un peu exceptionnelle et sur laquelle il y a moins de sinistres dans une catégorie de risques, eh bien, c'est pas pour ça qu'il faut penser qu'il faut absolument soit baisser les tarifs, soit pire, rembourser quelque chose, parce que cet aliment est toujours utilisé pour financer et indemniser des branches qui, à côté, ne manquent pas d'être plus sinistrées que la moyenne, et je vous en ai donné des exemples. Alors, face à ces défis, nous, assureurs, nous avons un rôle primordial à jouer, nous avons une responsabilité et nous sommes force de proposition. Donc ce que nous souhaitons, c'est accompagner les citoyens, les entreprises, les pouvoirs publics à identifier en amont les risques, à appréhender la vulnérabilité des installations face aux risques et en particulier face aux risques climatiques. Donc ce que nous permettons, c'est à chaque entreprise, à chaque exploitation, à chaque individu de faire face à ces événements climatiques. Et nous agissons dans le sens de toujours plus de prévention. Finalement, ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'essayer de repousser les limites de l'assurabilité. Eh bien, il y a une façon de repousser les limites de l'assurabilité, c'est de faire plus de prévention, de prévenir plutôt que de guérir. Et en s'engageant dans ces campagnes de prévention, eh bien, ça laissera de l'aliment pour couvrir des risques qui, aujourd'hui, peut-être, le sont pas ou pas assez. Alors, on fait deux propositions concrètes sur les deux risques émergents. D'abord, sur les conséquences économiques des catastrophes de type pandémique, mais pas seulement. Et je pourrais y revenir. Dès juin dernier, c'est-à-dire qu'on sortait à peine du premier confinement, que les assureurs ont déposé une proposition qu'on a appelée CATEX, une proposition élaborée collégialement, avec y compris des parlementaires, et qui vise donc à couvrir les conséquences économiques des catastrophes telles qu'une pandémie, mais pas seulement, et je suis évidemment à votre disposition pour vous donner plus de détails sur cette proposition. Une proposition qui, à ce stade, n'a pas été retenue par le gouvernement et qui a lancé d'autres pistes dont on peut parler également. Mais enfin, en tout cas, en France et en Europe, on n'a pas encore trouvé d'autres solutions de type assurantiel autres que celles que nous avons mises sur la table dans le cadre de CATEX. Pour ce qui est du risque cyber, nous pensons qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur la prévention et en particulier chez les TPE, PME. Toutes les enquêtes le montrent. Tous les audits de risque dans les TPE, PME ou aussi dans les entreprises montrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis au plan réglementaire, nous attendons également des pouvoirs publics qu'ils précisent et qu'ils lèvent les interrogations sur l'assurabilité
des rançons et des amendes administratives, puisque aujourd'hui, ça n'est pas formellement interdit par les textes. Et puis, il y a 2 risques existants, mais qui augmentent. Je pense à l'assurance récolte et aux catastrophes naturelles. Et là aussi, nous faisons des propositions. Donc, sur l'assurance récolte, la principale proposition consiste à lutter contre la non-assurance. Et d'ailleurs, dans les réunions qui se sont tenues juste après l'épisode de gel autour de Julien de Normandie, des réunions auxquelles participaient l'ensemble des syndicats représentatifs du monde agricole et également les assureurs et puis assez rapidement toute la filière, y compris aval, impactée par ces événements dramatiques sur les récoltes. J'ai eu le bonheur d'entendre que dans cet épisode, finalement, le problème, c'était la non-assurance, c'est l'absence d'assurance. C'est le fait qu'en moyenne, 30% des surfaces sont couvertes par un contrat de multirisque récolte, et donc évidemment 70% ne sont pas couvertes. Et nous travaillons actuellement très activement dans le cadre de groupes de travail qui ont été mis en place pour trouver une solution qui ne pénalise pas quand même les 30% qui se sont assurés, parce qu'il y a eu des situations dans le passé où tel avait été le cas. Donc, vous imaginez que ça ne va pas susciter beaucoup d'appétit pour ceux qui ne s'assurent pas à aller vers plus d'assurance. Et donc, nous contribuons très activement aux discussions qui ont lieu dans le cadre du Varenne de l'eau pour trouver une solution de type assurantiel. Sur les catastrophes naturelles, j'imagine que Bertrand y reviendra, mais nous plaidons pour une actualisation du régime, mais sans pour autant remettre en cause ses fondamentaux, un régime universel qui s'applique sur tout le territoire. Et là aussi, si on veut pouvoir encore plus indemniser, compte tenu de l'augmentation des sinistres, eh bien, il faut renforcer les dispositifs de prévention à tous les niveaux, et nous sommes évidemment prêts à y contribuer. En conclusion, je dirais qu'une interrogation demeure sur la dimension systémique de certains risques, comme la pandémie, une cyberattaque mondiale, mais aussi sur la fréquence et l'intensité de risques existants, comme les catastrophes naturelles. Donc on est vraiment dans un moment de l'histoire où ces risques sont en train d'évoluer et peut-être d'exploser. Pour les risques extrêmes, je vous l'ai dit, la seule mutualisation telle qu'elle se pratique dans le secteur de l'assurance ne suffit pas à assurer intégralement les risques par l'assurance privée. Et il faut se tourner vers des partenariats publics-privés qui ont prouvé leur efficacité. Et donc, la FFA est tout spécialement consciente, comme tous les assureurs, de tous ces enjeux, puisqu'ils sont aux premières loges aux côtés des victimes de toutes ces catastrophes à chaque fois qu'ils sont produits. Et donc, nous sommes particulièrement motivés pour contribuer à tous ces travaux et continuer à être aux côtés de nos assurés tous les jours. Merci, Madame la Présidente, de nous avoir fait ce point général sur à la fois l'ensemble des risques et, quand elles existent, les propositions qui peuvent être faites. Il y a bien des domaines encore qui, comme vous l'indiquez, sont en cours encore de réflexion, on va dire, sur les solutions qui ne sont pas simples à apporter à ces sujets. Je vais donner la parole maintenant au directeur général de la Caisse centrale de réassurance, Monsieur Labillois. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission des finances, merci de votre invitation. Je traiterai le sujet qui nous occupe sous l'angle des rôles respectifs de l'État et du marché pour la couverture des risques extrêmes, étant donné que CCR présente une spécificité en France et dans le monde qui est d'opérer des partenariats publics-privés, puisque, pour reprendre l'expression de Florence, en matière d'assurance et de réassurance. Mais je voudrais vous montrer la valeur ajoutée de tels dispositifs pour couvrir des risques qui sinon seraient pas ou mal couverts. Alors je vais partir d'un constat
qui est que dans nos sociétés modernes où on croit tout prévoir, tout contrôler, tout optimiser, de loin en loin, on se fait surprendre par des catastrophes imprévues, voire improbables, qu'on n'aurait jamais imaginées ou qui semblent d'un autre âge. Et à chaque fois, le même scénario se reproduit. On constate que les couvertures d'assurance indemnisent peu ou mal les dommages subis, ce qui est normal, puisque compte tenu de la nature de la catastrophe, et compte tenu de l'ampleur de ces dommages, l'État finit par en payer tout ou partie, pour ne pas ajouter la crise à la catastrophe, ce qui est tout à fait naturel. Et puis ensuite, dans un second temps, il y a des discussions, des travaux parlementaires, et on réfléchit à un dispositif qui permette de pallier les insuffisances du marché et éviter une pareille mésaventure pour le futur. C'est peu ou prou ce qui s'est passé l'année dernière avec la crise du Covid, où l'État est intervenu massivement pour soutenir les entreprises et les professionnels indépendants, et où il y a eu effectivement des discussions pour la couverture du risque des pertes d'exploitation sans dommage. Et puis il y a dans la foulée des dispositifs CAP, CAP+, CAP-Relais, des discussions qui sont menées actuellement pour voir comment on peut pérenniser ou reconduire dans le temps ce genre de dispositif. Je voudrais dire que ce n'est pas un effet du tropisme de la France en faveur de l'intervention étatique ou de la socialisation des risques. C'est quelque chose qui s'observe partout dans le monde, en tout cas dans les pays développés, y compris dans les pays très libéraux. Et on a pu observer que même aux États-Unis, au Royaume-Uni, ils ont mis en place des systèmes de couverture des catastrophes naturelles et des actes de terrorisme. Donc ça n'a rien à voir avec nos propres spécificités nationales. Le fait est, et je ne voudrais pas faire trop de théorie, mais le fait est que le marché de l'assurance privée n'est pas tout puissant. Il ne peut pas couvrir tous les risques, et en tout cas, il ne peut pas les couvrir tous tout seul. Alors c'est assez surprenant, ça peut surprendre parce que on vit dans une époque où les capitaux disponibles sont totalement surabondants et à un coût dérisoire en l'occurrence, où les avancées de la science et des outils techniques, informatiques permettent d'investiguer n'importe quel type de risque. Mais c'est ainsi, pas plus que l'État, le marché de l'assurance ne peut pas tout couvrir, et il arrive que l'offre et la demande ne s'y rencontrent pas spontanément ou de façon harmonieuse, et qu'il faille, pour qu'il y ait cette rencontre entre l'offre et la demande, qu'il y ait un coup de pouce de la puissance publique. Alors je voudrais donner trois raisons, et encore une fois je vais être rapide et essayer de ne pas être trop théorique, mais il y a 3 raisons principales, il faut vraiment les avoir en tête, pour ensuite voir dans quel cas de figure on se situe et quelle est la réponse en termes de spécificité, de modalité du partenariat public-privé qu'on va mettre en place. La première raison, c'est que l'assurance n'a pas la capacité de couvrir les risques systémiques. On règle les sinistres de quelques-uns avec les primes payées par le plus grand nombre, mais elle ne peut rien lorsque tous les assurés sont touchés en même temps, sont sinistrés en même temps. Et même si les sinistres sont circonscrits à une région ou un pays donné, la capacité d'absorption, de couverture du marché n'est pas illimitée. Et donc, dans ces cas de figure, l'État est contraint d'apporter sa garantie financière en complément de la capacité offerte par les acteurs privés. Et c'est quelque chose qu'on a effectivement expérimenté l'année dernière avec la couverture des pertes d'exploitation sans dommage, où le montant du sinistre potentiel, réel en l'occurrence, du sinistre effectif, était sans commune mesure avec les capacités financières du marché de l'assurance et de la réassurance privée. La deuxième chose, c'est que le marché de l'assurance privée a tout autant de mal à mutualiser des risques en présence d'aléas moraux ou d'antisélection. Quel intérêt les assurés ont-ils à acheter une couverture d'assurance s'ils ont la certitude que l'État leur viendra en aide en cas de sinistre ?
quelles possibilités les assureurs ont de couvrir les risques lorsque l'aléa est concentré sur quelques têtes, de sorte que c'est plus vraiment un risque. Pour certains, c'est une très forte probabilité. Dans ce cas, l'État doit forcer la mutualisation avec une obligation d'assurance ou une extension obligatoire d'assurance et introduire, si besoin, une forme de solidarité entre les territoires, comme pour les catastrophes naturelles. Et puis, enfin, se pose le problème de la couverture des super catastrophes, dont l'occurrence est très très rare, mais qui peuvent causer des dégâts extrêmement élevés. Et là, je reprends l'exemple de la pandémie. Comment fixer un tarif d'assurance qui soit acceptable pour les assurés, qui finalement peuvent avoir le sentiment qu'ils vont payer pendant 30-40 ans et que jamais ça leur bénéficiera. Et on a eu ce genre de réaction de la part des représentants des entreprises. Et du côté des assureurs, comment faites-vous pour rémunérer le capital énorme que vous devez immobiliser pour couvrir ces risques ? Et pour couvrir cette difficulté, qui existe par exemple en matière de catastrophes naturelles, s'agissant de la crue centenale de la Seine, du tremblement de terre à Nice, du cyclone Force 5 à l'île de la Réunion, qui sont des sinistres qui dépassent la vingtaine de milliards d'euros. Eh bien, la seule façon, pour fixer le tarif de l'assurance, c'est d'avoir une forme de subvention implicite de l'État à travers la garantie qui est offerte à un prix raisonnable par l'État. Donc vous voyez, alors il y a des difficultés, il y a des risques extrêmes qui ont, pour les raisons que j'ai évoquées, des difficultés à être couverts seuls par le marché privé. Mais on a vu également que, fort heureusement, il y avait la possibilité pour l'État, à travers l'outil législatif, à travers l'aide budgétaire sous forme de garantie ou sous forme de subvention, il y a moyen de débloquer ces situations, et avec un grand bénéfice pour la nation, parce que ça permet de combler les gaps de couverture, ça permet d'assurer une solidarité entre telle catégorie de la population qui est exposée et telle autre qui l'est moins. Ça permet de protéger les finances publiques. C'est un point, le système CatNat protège énormément les finances publiques, et je vous invite à comparer la situation française par rapport, par exemple, à la situation allemande. Éventuellement, ça permet d'avoir une meilleure connaissance des risques et de travailler mieux sur les questions de prévention. Et j'ai grand plaisir qu'à l'occasion de la crise de l'année dernière, certains qui étaient plutôt dubitatifs ou réticents ou critiques ont redécouvert tout l'intérêt d'avoir un État qui joue pleinement son rôle de garant de l'assurabilité des risques, et l'intérêt d'avoir un réassureur en dernier ressort pour soutenir le marché privé de l'assurance. Alors, Madame Pouza, donc vice-présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises, qu'est-ce que tout ceci vous inspire et quels sont vos souhaits ? Alors, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs, on a pu constater lors de cette pandémie, d'une part, effectivement, un manque d'acculturation des TPE-PME au risque assurantiel, mais aussi un manque de visibilité concernant leurs contrats et plus spécifiquement les garanties et les couvertures. Ceci est dû au fait que les assurances ont souvent été vendues dans les TPE-PME en contrepartie de quelque chose, par exemple l'assurance crédit, ou par obligation légale. Et donc, il y a peu de conseils et d'accompagnement de fait de la part des assureurs, dans la majorité des cas, pour les plus petits contrats. Une enquête au sein de nos adhérents a été menée au mois de mai 2021. On en avait mené une en avril 2020, mais on est allé un petit peu plus loin en mai.
Et sur cette enquête, on a les résultats suivants. 42% des entreprises qui ont été sondées disent avoir souscrit une assurance perte d'exploitation dans leur contrat d'assurance. Parmi elles, 34% ont déclaré un sinistre, perte d'exploitation. Et à la suite de ça, 80% des chefs d'entreprise nous ont dit ne pas avoir été indemnisés par leur assureur. Et puis, on a 7% des dirigeants qui avaient souscrit à une assurance perte d'exploitation, qui nous ont mentionné le fait que leur contrat, leur garantie, cette garantie perte d'exploitation avait été résiliée dans le contrat au long de la pandémie. Et on a eu aussi beaucoup de remontées qui nous disaient que, globalement, s'ils souhaitaient maintenir cette garantie, on avait une croissance à 2 chiffres du montant de la cotisation. Alors nous, comment on aborde les choses? Si un nouveau mécanisme doit être mis en place aujourd'hui, et on n'est pas contre, et je rejoins Madame la Présidente, il faut vraiment développer la culture assurantielle dans les TPE-PME. Il faut vraiment ne pas oublier les objectifs qui avaient été fixés au groupe de travail mis en place par le gouvernement, qui était d'offrir une couverture adaptée aux risques d'intensité exceptionnelle, faire face à une baisse de chiffre d'affaires, mais en limitant aussi le coût, puisqu'on est bien conscient que malheureusement, ça peut entraîner des difficultés pour nos TPE-PME. Maintenant, on est bien conscient que tout ça, ça crée des difficultés aussi pour les assurances de créer un tel mécanisme, notamment parce que ce sont des risques exceptionnels. Il y a un point sur lequel on est vraiment très, très attaché. Il faut absolument que ces garanties assurantielles demeurent facultatives. C'est à la charge de l'assureur de motiver et d'expliquer à son client pourquoi il a intérêt à souscrire telle ou telle assurance. Alors après, il peut se faire aider par des conseils, je pense aux experts comptables, aux conseils juridiques, mais en tout état de cause, ça doit demeurer une option. C'est au chef d'entreprise de décider de s'assurer ou pas contre tel et tel risque. Au niveau des périls retenus, on préconisait effectivement de couvrir la pandémie, les crises sanitaires graves, mais aussi de l'élargir, comme on l'avait évoqué pendant le groupe de travail, aux émeutes, menaces, conséquences d'attentats terroristes, éventuellement catastrophes naturelles sans dommages, sans que ça alourdisse trop la cotisation, puisqu'à l'époque, on nous avait dit que ça n'alourdirait pas plus de 20% la cotisation. C'était à l'époque. Alors, c'est pas ce qu'on nous a dit d'ailleurs à l'époque. On nous a dit qu'on ne pouvait pas mutualiser des risques et des risques différents. Donc, voilà. Concernant les mesures administratives retenues, ce que l'on souhaitait, c'est que on puisse pas, ça ne concerne pas uniquement le cas des fermetures administratives. Il faut aussi que ce soit élargi à des choses plus larges, comme les restrictions de circulation, d'accès, et pas uniquement fermeture administrative. On privilégie aussi un déclenchement automatique de la garantie, parce que c'est plus facile, plus rapide. Et au niveau des assurés, du champ des assurés, on est pour la plus grande mutualisation possible. Donc, on avait demandé à ce que toutes les entreprises qui souhaitaient bénéficier de ce risque puissent y souscrire de la TNS à la grande entreprise. On est bien conscient que la grande entreprise, ça engendre des cotisations, mais ça engendre aussi des risques plus lourds. Donc, on avait proposé de plafonner l'indemnisation pour les grandes entreprises. Au niveau du système indemnitaire, évidemment, les TPE-PME, l'objectif, c'est d'être le mieux indemnisé possible au coût le plus faible. Alors, en termes d'indemnisation, on avait opté à la fin pour une méthode forfaitaire. Pourquoi ? Parce qu'on nous avait expliqué, c'est vrai que ça permettait que ce soit beaucoup plus rapide, pris très très vite. Et puis, l'idée, c'était de baser un forfait sur 50% de la marge brute, hors bénéfice et masse salariale, pour ne pas pénaliser les entreprises de main-d'œuvre.
Sur les, la typologie des contrats, on n'a pas forcément de... On s'était posé la question de savoir si ça devait être adossé à la multirisque, à la RC. Là-dessus, ce n'est pas un débat pour nous, pour la TPE-PME. La seule chose, c'est qu'il faut bien que ce soit quelque chose de facultatif. Je le répète, mais c'est vraiment presque un fil rouge, en tout cas pour les TPE-PME. On a évoqué aussi la possibilité de s'auto-assurer, si je puis m'exprimer ainsi, et la députée Valéria Faure-Munten nous a fait des propositions en ce sens, en disant, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que les TPE-PME, les entreprises en général, décident d'affecter une partie de leurs résultats d'entreprise soit dans des fonds propres, soit sur un contrat. Et puis, ça permet de se couvrir, de se couvrir et de se créer une petite enveloppe, si je puis dire, en cas de difficulté. Là encore, on n'est pas contre. Il faut que ce soit bien sûr incitatif et facultatif. En sachant quand même que quand on parle de renforcer les fonds propres pour une TPE, et je pense là plus particulièrement aux commerçants, le commerçant ne sait pas ce que c'est que des fonds propres à 99%, pour la simple et bonne raison qu'il y a souvent fusion entre le bilan. Ils sont souvent en entreprise individuelle, donc il n'y a pas cette notion de bilan comme dans l'entreprise SARL. Concernant la cybersécurité, qui est effectivement un sujet qui monte en puissance actuellement, et alors la visio et le télétravail fait qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus d'alertes. Là, je rejoins complètement Madame la Présidente. On a 17% seulement des entreprises de moins de 50 salariés qui sont assurées contre les attaques informatiques. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Là encore, la rendre obligatoire, non. Il faut vraiment expliquer. Beaucoup de TPE, en fait, se sentent pas concernés par la cyberattaque. Alors, même si ça commence à changer, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, même si on est petit, on est touché, mais on a l'impression qu'en fait, il y aura une cyberattaque si on a un brevet particulier qu'on protège, si on a une activité particulière. Et donc, il y a un gros travail à faire actuellement sur ce sujet. En conclusion, ce que l'on tient à dire, c'est que, vous l'aurez bien compris, facultatif, incitatif, un coût, une indemnisation, un rapport coût-indemnisation qui soit bien entendu intéressant pour le dirigeant, sinon il ne cotisera pas. Et puis, inciter les métiers de l'assurance, voire peut-être plus large, à faire de la sensibilisation, à expliquer. Et puis, alors en plus, actuellement, avec ce qu'on vient de vivre, les gens sont vraiment davantage sensibilisés, à expliquer l'intérêt de s'assurer, comment ça fonctionne, et avoir une bonne clarté dans les contrats et les garanties. Merci beaucoup. Merci, Madame. Bien, avec cette troisième vision, nous avons déjà un peu de complexité qui vient dans le débat, me semble-t-il. Nous allons poursuivre avec l'aspect agricole, et M. Limousin. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci de nous avoir conviés à cet échange. Et c'est vrai que je vais me focaliser sur le secteur agricole. Et c'est plutôt intéressant d'intervenir après donc, la FFA et la CCR. Et même si on peut avoir en matière d'entreprise, des mentions d'entreprise, des similitudes, nous, c'est aussi ces questions économiques nous regardent de très près, mais l'aspect climatique est encore beaucoup plus prépondérant. Et depuis plusieurs années, les phénomènes climatiques sont d'une intensité exceptionnelle. Ça s'enchaîne quasiment tous les ans. Des secteurs, des territoires de notre pays ont été complètement touchés, soit par 4 années consécutives de sécheresse pour certains. D'autres, c'est sur la même année sécheresse, plus grêle, plus gel, et j'en passe. C'est du jamais vu.
cette situation dramatique n'épargne personne. Et je pense que certaines régions qui se sentaient un peu à l'abri jusqu'à il y a quelques années, aujourd'hui, personne, aucun des agriculteurs ne peut dire qu'il peut passer à côté d'un sinistre, que ce soit de la tempête, de la grêle, des inondations ou de la sécheresse, sans parler de la canicule. Nous ne pouvons plus nous contenter de recenser les dommages a posteriori. On fait ces constats régulièrement, côté assurance, côté État, côté agriculteur. On essaye de panser les plaies, mais rien n'y fait aujourd'hui. Donc cette situation nous engage tous, agriculteurs en premier, pouvoir public, acteurs de l'assurance, de la réassurance, à mieux prévenir et mieux préparer, et surtout mieux réparer en vue de permettre aux exploitations agricoles d'être plus résilientes. Et j'ai bien entendu les propos sur la prévention, j'y souscris parfaitement. Prévention, parce que ça permet justement, quand on a cette résilience, de mieux redémarrer après de tels épisodes. Nous avons connu des gens qui ont eu le gel et la grêle derrière. Aujourd'hui, des 250 hectares sur une même commune ravagés par ces deux sinistres, on croirait des vignes en plein hiver. Donc psychologiquement, c'est quelque chose d'insupportable pour les agriculteurs concernés. Donc il est à ce stade de notre responsabilité collective de réformer en profondeur le modèle de gestion des risques que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons bien sûr le système assurantiel qui a évolué avec le temps, avec le système multirisque climatique. Vous avez dit, madame, les 30% de taux de pénétration sur le secteur grande culture, ainsi que la viticulture. L'arboriculture, on n'est qu'à 4 ou 5%, et la prairie aux alentours de 1 à 2%. Donc il faut avoir bien ces chiffres en tête. Qu'il y a parallèlement à ce dispositif assurantiel un dispositif qui a fait ses preuves pendant des années, qui est le Fonds des calamités agricoles, qui a vraiment, par principe de solidarité, permis, il y a 60 ans, et c'était une idée géniale, qui était la mutualisation et la solidarité, avec une contribution dans ce Fonds des calamités agricoles, je le rappelle, qui était à l'époque d'une taxe additionnelle sur les assurances que chaque agriculteur paye sur ses biens d'exploitation, matériel, etc. Une taxe qui était de 11%, qui a été réduite il y a quelques années à 5,5%, mais la contribution des agriculteurs, c'était 120 millions d'euros chaque année qui étaient apportés dans ce fonds des calamités. Et le principe, c'était d'avoir l'équivalent de l'État. Et sur les 20 dernières années, il y a eu en moyenne la contribution à peu près équivalente, 52% de contribution par les agriculteurs et 48% par l'État. Donc on est à peu près on était sur une moyenne jusqu'à il y a 5-6 ans à 250 millions d'euros qui étaient mis chaque année pour le secteur agricole, pour les calamités agricoles. Je parle bien du fonds des calamités agricoles seulement. Donc aujourd'hui, les agriculteurs qui travaillent à ciel ouvert ne peuvent plus faire face seuls à ce défi de changement climatique. Le président de la République a été très clair là-dessus, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, avec tout ce qui s'est passé sur le printemps. Donc aujourd'hui, on est à un stade où l'enjeu politique est fondamental, qu'il y a un objectif de pérennisation de la production sur tous nos territoires, dans toutes nos régions, y compris dans les zones dites plus difficiles. À l'FNSEA, nous tenons à ce que l'agriculture soit présente sur tous nos territoires. Et c'est un maillon clé de notre souveraineté alimentaire. Parce que si on ne fait rien pour donner de la résilience, c'est notre souveraineté alimentaire qui va être atteinte. Certains pensent qu'on arrivera toujours à trouver à manger, peut-être, mais peut-être que ça sera directement importé. Donc la solidarité nationale doit pleinement jouer son rôle dans le cadre d'un schéma global qui articule assurance récolte et un fonds qui doit couvrir les risques climatiques majeurs.
Et ce débat a été largement enclenché, et Mme Lutzmann l'a bien évoqué, dans le cadre du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, que nous avions vraiment appelé de nos voeux à se mettre en place. Il y a des groupes de travail qui sont déjà démarrés, dont le premier qui se réunit toutes les semaines sur justement avec les assureurs, les réassureurs et un certain nombre d'acteurs des pouvoirs publics. Mais on doit vraiment aller vers une obligation de résultat. On ne peut plus aujourd'hui mettre simplement des moyens, il faut qu'il y ait des décisions politiques courageuses qui doivent intervenir au plus vite. Nous avons bien sûr un schéma qui nous permet aujourd'hui de dire que l'action de la solidarité nationale, elle s'appuie sur une gouvernance équilibrée, et on a un vrai débat sur la mise en place d'un pool de co-réassurance. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, mais nous pensons, nous en tant qu'agriculteurs, qu'il doit y avoir cette mise en place de ce pool de co-réassurance. Alors, reste encore à définir le curseur du risque catastrophique et le taux d'indemnisation. Il y a plein d'aspects techniques à regarder en la matière. Donc cette combinaison des deux, pour nous, est fondamentale parce que les agriculteurs seuls ne peuvent plus subvenir à leurs risques que par l'assurance. La nécessité aussi d'appliquer, sans rentrer dans le détail technique, mais c'est notamment les acquis du règlement omnibus, c'est-à-dire dans le cadre de la politique agricole commune, il y a la possibilité d'aller plus loin pour donner plus d'attractivité au système assurantiel. L'ensemble des filières agricoles le demandent, tout comme d'ailleurs le député Frédéric Desgrosailles, qui, dans son rapport, demandait à abaisser le seuil et le niveau de franchise à 20% et d'augmenter la part subventionnée à 70%. Je rappelle que l'Italie a mis en place ce règlement omnibus depuis 2018. Enfin, il y a une question douloureuse qui est sans doute un frein majeur au développement de l'assurance, c'est le système de la référence que nous appelons communément, nous, la moyenne olympique, qui est un dispositif où on prend, pour calculer l'indemnisation, sur les 5 années passées, en enlevant la meilleure et la moins bonne. Mais comme vous avez des sinistres qui deviennent toutes les années consécutives, eh bien, le rendement se trouve rabaissé fortement, et donc du coup, l'assurance ne déclenche pas. Et bien sûr, les agriculteurs disent: ça sert à quoi de s'assurer à partir du moment où j'ai un sinistre et par rapport à la référence, ça ne se déclenche pas. Donc on a un vrai sujet pour réussir cette réforme à trouver un dispositif qui nous permette justement de trouver un moyen de quantifier la différence entre ce que les chiffres donnent par cette moyenne olympique et le vrai potentiel de production en situation normale d'une entreprise agricole. Et l'objectif est vraiment de pouvoir indemniser au plus juste pour permettre aux agriculteurs de repartir dans les meilleures conditions possibles. Nous avons déjà contribué dans nos réflexions dans ce groupe de travail avec, et là on a à peu près une certaine très grande majorité pour dire que la combinaison des deux va devenir indispensable entre la contribution à une adhésion à une assurance ainsi que d'avoir la solidarité nationale. Nous allons peut-être un petit peu plus loin que vous, madame, sur l'aspect de l'obligation du volontariat. Jusqu'à présent, nous étions bien entendu sur l'assurance doit être simplement volontaire. C'est chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre. Mais on ne peut pas aujourd'hui continuer avec des drames qui se passent dans les entreprises. Et si on veut réussir ce couple assurance-solidarité nationale, nous sommes prêts à aller jusqu'au principe que s'il doit y avoir une solidarité nationale, ça doit être conditionné à la souscription d'une assurance. On est prêt à aller jusqu'à ce niveau-là pour donner un vrai coup de booster au développement de l'assurance. Et c'est dans cet esprit que la multirisque climatique
tiendra le choc dans les années qui viennent. Ce que nous constatons aujourd'hui, et je le déplore fortement, au moment où on est en pleine réflexion de réforme du dispositif, les assureurs, et vous avez eu raison, madame, de le souligner, qu'il y a aujourd'hui la solidarité, y compris des autres secteurs, qui accompagnent par rapport au rapport cotisation sur sinistre au niveau agricole, où on est à plus de 100%, avec des régions qui alors frôlent les 200%, 240% certaines années. Nous sommes conscients que ça ne peut pas continuer. Plutôt que de voir un arrêt d'offres assurantielles, et on voit même dès cette année des contrats qui sont revus soit par des augmentations de tarifs importants, soit par des options qui ne sont plus proposées, soit des rachats de franchises ou autres. On peut comprendre la réaction des assureurs, mais nous pensons que ce n'est pas forcément le meilleur moment aujourd'hui de faire ces changements alors que nous sommes à la veille d'une vraie réforme. Donc il y a urgence. Nous allons sans doute avoir une période de transition pour mettre ce nouveau dispositif. Et cette période de transition doit être la plus courte possible pour que l'État comprenne bien que sans une solidarité nationale, c'est la souveraineté alimentaire qui est vraiment mise en cause à terme. Merci. Merci, Monsieur Limousin. Bon, je ne vais pas encore améliorer le truc. La complexité de l'ensemble des sujets apparaît dans son entièreté, si je puis dire. Donc je vais demander au rapporteur général de nous éclairer un petit peu sur quelques solutions, ou en tout cas là où nous en sommes dans les débats et là où il peut y avoir des avancées dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos invités, d'abord pour leur contribution, et ça ne fait que confirmer le travail qu'il nous faut mener. Je pense que, comment dirais-je, pour une part sur les risques dits exceptionnels, puisque c'est le chantier que le ministre Bruno Le Maire avait ouvert en avril 2020, qu'il a refermé de lui-même en décembre de la même année, et en allant au-delà de l'assurance consécutive, je dirais, à la perte d'exploitation pandémie. Je continue de dire que je pense que c'est une mauvaise initiative. D'abord, c'est une mauvaise manière qui a été réservée au travail collectif. La FFA, Fédération française d'assurance, avait conduit sa réflexion. Le gouvernement avait pris, me semble-t-il, une bonne initiative. Et je regrette, et je trouve même que c'est, je l'ai dit, une mauvaise manière et une forme un peu de mépris à l'endroit de celles et ceux qui s'étaient associés à ce dispositif. Ceci étant dit, on continue à travailler, et dans l'initiative que nous avons prise de réunir aujourd'hui un certain nombre d'acteurs, dont les acteurs majeurs, ceux qui connaissent et maîtrisent, je parle là pour les assureurs et la Caisse centrale de réassurance, mais également pour un certain nombre de secteurs d'activité concernés, au premier rang desquels les entreprises, et puis sur les risques dits agricoles. On voit bien que finalement on s'ajoute aux risques classiques, jusque-là, des risques nouveaux, exceptionnels, avec des caractères répétitifs et coûteux, voire même un sujet autour de l'assurabilité par le secteur de l'assurance exclusivement. Je veux juste terminer et poser la première question en disant, je pense, pour cette raison, et notamment eu égard, comment dirais-je, aux grands équilibres financiers qui sont ceux de la France, que l'État ne pourra pas tout. Faute de quoi, à un moment donné, ça provoquera des crises, parce qu'on va se retrouver dans des impasses ou des porte-à-faux. Et je pense donc que le monde de l'assurance doit pouvoir, pas tout seul, en lien avec l'État, d'où la proposition de loi à laquelle nous restons attachés au Sénat sur les sujets de pandémie,
que nous avions déposé et qui fait appel à une réflexion engagée, évidemment pas aboutie, sur un partenariat public-privé. Et moi, je voudrais savoir ce que aujourd'hui les uns et les autres pensent, puisque on voit bien qu'il y a des acteurs, certains du monde de l'entreprise, qui pensent en tous les cas que ces risques-là pourraient être couverts en fait un peu par eux-mêmes avec ce qu'on appelle des captives. Et donc simplement on voit que les captives sont réservées pratiquement à un segment relativement restreint du monde de l'entreprise, ce qui à mon avis donc ne touche pas à l'objectif poursuivi. Mais il m'intéresserait de savoir quel est aujourd'hui pour un certain nombre d'entre vous, enfin à mon avis 3 des 4 intervenants, votre point de vue. D'autant que je vois qu'AXA, qui est un opérateur qu'on ne peut pas considérer comme négligeable dans le monde de l'assurance, vient finalement un peu de relancer à travers 2 initiatives. La première, considérant que, à mon avis, l'image laissée dans l'opinion publique et notamment auprès des professionnels de la non prise en compte peut-être telle que attendue, espérée d'un certain nombre de professionnels. Ils ont souhaité désormais engager de l'ordre de 300 millions d'euros pour indemniser notamment les restaurateurs dans un temps très court, puisque ça doit être 1er septembre en remettant le réseau devant, montre bien, couplé à la prise de position du nouveau PDG d'AXA, de la volonté de travailler à des solutions nouvelles, mêlant, je dirais, dans un partenariat public-privé. Donc, quelle est là aussi aujourd'hui, Madame la Présidente, Monsieur le délégué général notamment, quel est votre point de vue, puisque ça va un peu dans votre sens, mais ça va, me semble-t-il, plus loin, puisque vous avez eu tendance, à un moment, à fermer des portes. Et puis, dernier élément, puisque c'est l'intérêt d'avoir, je dirais, le retour d'expérience, et vous l'avez très bien fait, Monsieur Limousin, au titre du monde agricole, qui... en plus des difficultés qu'ils rencontrent, effectivement, de manière récurrente, et tout ça est assez lié je dirais, au phénomène climatique. On voit bien que des risques, alors nouveaux, mais pas que, et surtout répétés, coûteux, et vous avez, j'ignorais, mais vous avez signalé le cas d'un territoire qui est touché 2 fois dans la même année, alors sur, je dirais, 250 hectares à l'échelle de la France, c'est certes peu, mais je pense que c'est un drame pour les propriétaires ou les exploitants qui sont touchés. Et là encore, comment imaginer un travail et des solutions, à mon avis, originales, certainement. Alors il y a un travail qui est conduit effectivement par une mission d'information, ça a été rappelé, ou un groupe de travail qui est présidé par le député Descrozaille, mais c'est aujourd'hui... quelles solutions nouvelles on peut imaginer, je dirais enfin et dernière chose, que si on est à mon avis obligé, pour éviter l'antisélection, d'avoir un phénomène de mutualisation très large, d'où la solution que nous avions proposée d'une garantie additionnelle, entre guillemets, à caractère obligatoire, puisqu'elle permet, derrière la mutualisation du contribuable par l'impôt, de faire une utilisation par les professionnels. C'est donc plus facile à défendre, me semble-t-il, et toi, le ciel t'aidera. Si chacun donne une petite partie, on aurait un premier bloc susceptible d'être couvert par les assurés eux-mêmes. Et puis ensuite, ce que vous avez dit, choc systémique, événement systémique, réponse de l'État, on serait dans cette responsabilité. Voilà, donc à la fois, je suis un peu... comment dirais-je, je vous réinterroge parce que j'ai bien entendu vos prises de position. Je les comprends, je ne les partage pas toutes et je pense que c'est le rôle de la représentation nationale aussi d'essayer, d'explorer, d'imaginer, parce que on voit bien qu'on ne pourra pas. Le dispositif tel qu'il est aujourd'hui n'est satisfaisant pour personne. Donc on doit se donner une feuille de route.
et avec plutôt une obligation de réussir. Et je le redis, je suis très déçu de la manière dont le gouvernement s'est comporté, parce que c'est plus difficile après de renclencher la réflexion. Donc, à nous d'être imaginatifs, mais il faut l'être, et il faut l'être, à mon avis, collectivement. Merci, monsieur le rapporteur général. Je propose de prendre les quelques questions que nous pouvons avoir en ligne et en présentiel, en demandant à ceux qui veulent prendre la parole de bien vouloir s'inscrire maintenant. Christian Billac en premier et Vincent Segouin après. Merci, monsieur le président. Oui, alors, une petite remarque. D'abord, on est dans la maison que chacun appelle le Grand Conseil des communes de France, et il y a un problème assurantiel pour les communes, qui est le problème de la voirie, puisque la voirie n'est pas à l'état assurable. Et pour être sénateur de département, l'Hérault, qui connaît régulièrement des épisodes cévenols, je sais quelle est la difficulté pour les maires d'arriver à remettre en état ces voiries après un épisode cévenol. Et donc, je pense qu'il faudrait aussi intégrer dans la réflexion le côté assurantiel de la voirie rurale, de la voirie communale, parce que c'est un réel problème. En ce qui concerne l'agriculture, ça devient quelque chose d'important, et ces pertes de récolte, elles doivent être assurées. Je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça, étant donné que l'exceptionnel devient fréquent. Et les viticulteurs que j'ai rencontrés après l'épisode de gel qu'on a connu me disaient que sur les 5 dernières années, qui sont la référence moyenne pour calculer la perte de récolte, il y a eu une bonne année et 4 années de catastrophe. Ce qui veut dire que finalement, la bonne année, on l'enlève, et puis on enlève une année sur les 4 mauvaises, et il reste 3 mauvaises pour indemniser. Et les agriculteurs me disaient, il faudrait revoir ça. Alors évidemment, il ne faut pas qu'en assurant un revenu, les terres soient laissées à jachère, les traitements non effectués, la propriété à l'abandon. Je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir. Mais il est évident que moi j'ai eu cette réflexion de la part de beaucoup de viticulteurs de me dire il faut qu'on soit assuré sur un revenu. Et j'ajouterai, en conjuguant évolution, on vient de voter la loi climat il y a quelques jours ici, évolution des conditions climatiques, des phénomènes exceptionnels, mais aussi transition vers le bio. On sait très bien, on a connu ça dans l'Hérault il y a quelques années, la plupart de ceux qui sont passés en bio n'ont pas résisté à l'attaque de mildiou qu'il y a eu sur la vigne. Parce que qui dit bio dit traitement moins efficace, et avec les épisodes conjugués, moins de traitement et plus d'épisodes climatiques, ça peut être dramatique pour les agriculteurs. Donc réfléchir à ça aussi. Et puis moi je rejoins un peu monsieur le rapporteur, c'est-à-dire que quelque part il faut mêler la contribution du contribuable, je dirais, la contribution de l'assuré, en sachant très bien quand même que c'est souvent la même personne. Parce que y a quand même... Non, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, l'argent, il sort de la poche des Français quand même. Il ne tombe pas du ciel comme les événements climatiques. Donc, mais quelque part, il faut trouver quelque chose. Parce que c'est comme quand vous parliez tout à l'heure de la péréquation, enfin de la répartition. L'agriculteur aussi... il compense aussi au niveau de son portefeuille, parce qu'il est assuré pour la voiture, pour la maison, pour l'exploitation. Et donc, évidemment, s'il a un accident de voiture, le feu à la maison et le gel dans la vigne, c'est catastrophique. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait 2 branches qui couvrent la 3e. Voilà, c'est les quelques réflexions que je voulais amener. Mais merci d'avoir profité du... Je n'avais pas indiqué le temps pour les questions. Et donc je renvoie à des interventions d'environ 2 minutes maximum. Bon. Et merci Christian d'avoir ajouté le risque pour les collectivités. Il n'avait pas assez, donc il fallait en remettre une couche. Merci de l'avoir rappelé. Vincent Segouin. Merci Monsieur le Président. Alors je vais faire beaucoup plus court maintenant, j'ai compris le message. J'ai une question donc pour Monsieur Limousin. J'ai bien entendu ses propos sur l'assurance récolte qu'il faut réviser. J'ai pas compris le fait de savoir si le fonds de calamité doit continuer d'exister ou pas.
Est-ce que la profession accepte aujourd'hui d'aller vers de l'assurantiel et uniquement de l'assurantiel, ou est-ce que la profession veut garder ce fonds de calamité et avoir, chaque fois qu'il y a un épisode tel que le gel, tel qu'on a pu voir, avoir un ministre qui se déplace pour dire eh bien, je vais vous débloquer une enveloppe d'1 milliard d'euros, hein, puisque c'est ce qui a été annoncé pour la dernière épisode de gel, alors que vous l'avez dit vous-même, le fonds de calamité, c'est 250 millions d'euros. Au niveau de la profession aussi, est-ce qu'on va vers le risque assurantiel ou est-ce qu'on va vers de la prévention du risque? Alors j'entends prévention du risque, notamment de faire des réserves d'eau, sachant que la loi climat vous met des freins en permanence dans le domaine et que le sujet n'avance jamais. Voilà, ça c'était ma première question. La deuxième, elle était pour Madame Pozza. Au niveau des TPE, PME, j'ai entendu dire que vous disiez c'est le rôle de l'assureur. Les TPE, PME étaient assurés pour les pertes d'exploitation, mais souvent ils ont eu de la désinformation sur le sujet puisqu'il y a eu beaucoup de déclarations de sinistres qui ont été non suivies de fait. J'entendais en même temps sur le cyberrisque Mme Lutzmann qui déclarait que le cyberrisque ce serait la pandémie du futur. Ma question c'est simple, c'est est-ce que les TPE, PME ont pris conscience que le cyberrisque pouvait devenir la pandémie du futur? Et si tel est le cas, est-ce qu'ils se sont assurés depuis contre ces risques? Merci. Merci Vincent. Thierry Kozik. Très court. Merci Monsieur le Président. Une réflexion, on sait qu'aujourd'hui, on fait tous le constat qu'on va connaître dans les années à venir une recrudescence des catastrophes en tout genre, qu'elles soient à la fois naturelles, bactériologiques ou autres. La corrélation qui existe entre le réchauffement climatique et la fréquence de ces problématiques n'est aujourd'hui plus à les montrer. Et donc ma question serait de avoir votre avis sur l'idée d'envisager un fonds européen de garantie qui sera abondé à la fois par le secteur privé qui exploite les activités qui sont les plus polluantes et qui ont un impact sur le climat et qui pourrait être également financé par les États eux-mêmes. Je voudrais avoir votre sentiment sur cette proposition. Merci Thierry, c'était court mais clair. Jean-Michel Arnaud. Oui, merci Monsieur le Président. Je reviens sur le régime agricole. Si j'ai bien compris, les propositions qui sont sur la table seraient une couverture par les assurances pour les pertes de 20 à 50% des récoltes et par le régime de calamité agricole au-delà. Est-ce que vous me confirmez ce type de réflexion et est-ce que vous avez évalué l'impact que cela peut avoir dans le dispositif assurantiel que vous avez à gérer et sur le volet notamment des cotisations à l'hectare, puisque vous comprendrez aisément qu'en fonction de la valeur des productions agricoles à l'hectare, vous n'avez pas évidemment des niveaux de cotisation a priori sollicités de même nature. Vous avez évoqué, monsieur, le fait que l'arboriculture était très peu couverte en assurantiel perte à récolte, et pour cause, les cotisations demandées sont totalement rédhibitoires pour les éventuels souscripteurs. Donc je voudrais avoir une clarification sur la stratégie côté assurance, parce que j'ai cru comprendre que l'État était plutôt sur ce que je viens d'exposer, et quelles sont vos réactions sur ces propositions, parce qu'effectivement, il faut travailler rapidement à des solutions. Deuxième observation, et je rebondis sur l'intervention précédente, oui, il doit y avoir une réflexion à l'échelle européenne. Quand on interroge les climatologues, quand on interroge les spécialistes à l'issue de la crise de gel, et notamment la récurrence des phénomènes de gel sur l'Europe de l'Ouest, c'est clairement lié au réchauffement climatique. Et l'Europe continentale est moins exposée aux phénomènes de gel parce que les conditions de floraison notamment sont plus tardives, alors que sur l'Europe de l'Ouest, on est sur une exposition beaucoup plus précoce. Donc si on n'a pas un régime de mutualisation à l'échelle européenne, je crains fort que les conséquences soient dramatiques pour nos agriculteurs.
d'autant plus que les aides de financement européens à travers la PAC sont évidemment, par définition, des aides européennes. Donc il faudrait également que nous puissions avoir une couverture à l'échelle européenne. Je vous remercie. Merci Jean-Michel. Je vais vous donner la parole pour quelques réponses. Moi, j'ai juste une interrogation pour Mme Posa. Elle ne m'en voudra pas si je mets un peu les pieds dans le plat. Mais je voudrais savoir si, dans son esprit, le fait d'avoir une liberté pour les entreprises pour s'assurer ou non débouche sur un soutien ou non de l'État ensuite. Parce que, évidemment, ça me paraîtrait, du point de vue de l'aléa moral, ça me paraîtrait assez curieux que l'on puisse choisir de s'assurer ou pas, mais que l'on compte sur l'État, si jamais on n'est pas assuré, pour venir compléter, faire comme si, quoi. Donc j'aimerais bien l'entendre sur ce point. Bien. Monsieur Limousin, d'ailleurs, curieusement, a ouvert cette possibilité alors que je ne l'attendais pas, pour tout dire. Non, mais je dis les choses comme je le pense. Ça veut dire vraiment que la problématique est lourde, si je puis dire. Alors, on va démarrer à l'inverse. Donc, je vais donner la parole à monsieur Limousin en premier, s'il le veut bien, puis à madame Posa, etc. Merci, monsieur le Président. Alors, pour essayer de lier un peu les deux questions. D'une part, la première sur l'avenir du Fonds des calamités. Pour nous, le Fonds des calamités actuel est mort. Il faut complètement réinventer un système, et je rebondis sur votre question. Nous estimons que ce qui est supportable en matière de perte pour un agriculteur, c'est, on va dire, allez, en moyenne, jusqu'à 20%, on pense que c'est à l'agriculteur, par des aspects de fiscalité, des dispositifs de prévention du risque, stockage d'eau, filet paragrêle, système antigel, qu'il doit y avoir un vrai plan de bataille d'investissement, d'accompagnement à l'investissement pour faire la prévention. Tout investissement pour limiter l'exposition au risque sera toujours plus rentable en faisant cette prévention que de venir sur du curatif. Ça fait des années qu'on le dit, mais on continue tout le temps dans ce principe-là. Qu'il faut que parallèlement à ces dispositifs, et là j'adresse également aux assureurs, mais on l'a déjà dit, il faut que dans toute la partie expertise de chaque entreprise agricole, eh bien, quand il y a un calcul pour permettre de définir le coût de l'assurance, on prenne en compte avec un vrai travail d'expertise, d'exposition au risque pour définir le montant, je dirais, de la prime d'assurance à payer. Dans le système des bâtiments agricoles, lorsqu'on met des dispositifs anti-incendie, etc., tout ça c'est pris en compte. Moi, j'ai renégocié mes contrats d'assurance parce que j'avais fait un certain nombre d'investissements de système d'alerte dans mes bâtiments agricoles où j'ai mes animaux, etc. Donc je pense que les assureurs ont toute la compétence pour faire ce travail-là. Donc nous pensons dans notre schéma tel qu'il est aujourd'hui, c'est véritablement l'outil majeur et l'acteur majeur, c'est l'assureur. Je préfère être tout net. L'assureur peut jouer en proximité. Le grand intérêt du système de l'assurance, c'est la rapidité d'indemnisation des agriculteurs. Le fonds des calamités aujourd'hui, le fonds des calamités agricoles aujourd'hui, les gens sont indemnisés jusqu'à 1 an après. C'est plus tenable en matière de trésorerie. Donc il faut vraiment qu'on ait le lien avec ce pool de co-réassurance, qu'on puisse vraiment utiliser le tuyau de l'assureur qui puisse gérer la partie assurance où nous pensons que d'avoir une partie qui serait de 20 à 50, mais 50, c'est en discussion, parce qu'on a, selon les filières, des situations très différentes. Entre l'arbo viti, qui va avoir un gros coup de gel ou un gros coup de grêle, où là, bien évidemment, on peut perdre jusqu'à 100%. Perdre 50% en prairie, ça s'est quasiment jamais vu. Et donc, ça veut dire que là, il va falloir, et on est dans cette discussion aujourd'hui, pour mettre des curseurs selon les filières. Et donc, filière par filière, on essaye de voir à quel niveau on peut mettre ce curseur de déclenchement de la solidarité nationale. Après, il faut aussi voir
le taux d'indemnisation, à quel niveau il est, parce que je rappelle que le fonds des calamités actuel aujourd'hui, il faut justifier de 30% de pertes et on n'est indemnisé qu'à 28%. Donc, il faut avoir ça en tête. Mais pour quelqu'un qui a perdu 100%, s'il est assuré, est-ce qu'on considère que l'assurance prend sur le volet de 20 à 50 pour faire court, et au-delà de 50, c'est l'État. Et ce qui nous permettrait d'avoir une solidité économique du côté de l'assurance, mais que le tuyau financier, qu'il y a un vrai partenariat public-privé du coup, et je réponds un petit peu à monsieur le rapporteur par rapport à ce principe. Oui, nous avons aujourd'hui un schéma qui est un mécanisme collectif et public des calamités pour aller vers un système qui serait plutôt un partenariat public-privé. Là, nous avons des assureurs qui sont privés. Et si on veut garder notre souveraineté alimentaire, nous n'aurons pas le choix. Et je rebondis aussi sur l'aspect du capital assuré. Oui, il faut trouver les curseurs qui permettent de s'appuyer sur le capital assuré. Un hectare de prairie n'a rien à voir avec un hectare d'arboriculture. Et je pense que toutes ces simulations sont en cours en matière de chiffrage pour permettre... Moi, je ne vais pas m'aventurer parce que le groupe de travail est en cours jusqu'au 15 voire 22 juillet, piloté par Hervé Lejeune et Frédéric Desgrosailles. Et donc, pour l'instant, nous attendons beaucoup de l'État, du ministère de l'Économie et des Finances, parce que, moi, je vous avoue que je les sens complètement en retrait sur le sujet. Ça ne va peut-être pas vous étonner, mais très en retrait sur le sujet. Ça va coûter combien, etc. Mais au bout d'un moment, on a même senti Bruno Le Maire dire OK pour la solidarité nationale, mais assurance obligatoire. Donc, je pense que l'assurance obligatoire donne des complexités sur des aspects, je dirais, d'accompagnement financier dans le cadre des aides européennes. Donc nous, on est plutôt sur une approche de conditionner, alors même si ça surpris Monsieur le Président, de notre approche au niveau agricole. Mais moi, je ne veux pas qu'on arrive à une situation où, s'il n'y avait pas, et je le dis vraiment devant la FFA et la CCR, si on n'avait pas eu des responsables agricoles dans certaines compagnies d'assurance que je connais bien, je pense que ça fait peut-être déjà 1 ou 2 ans qu'on aurait tiré la couverture et on aurait arrêté le système d'offre assurance pour l'agriculture. Ce système ne marchera que s'il y a une offre assurantielle pour tous les secteurs d'activité, y compris les petits secteurs qui, tout seuls, n'y arriveront pas forcément. Donc, il faudra qu'ils s'impliquent filière par filière, mais avec un minimum de socle de mutualisation. C'est un chantier immense qui nous attend, mais le changement climatique va beaucoup plus vite que nous par rapport à notre réforme. Merci, Monsieur Limousin. Nous poursuivons avec Madame Posa. Alors, je vais rebondir sur les 3 questions et réflexions qui m'ont été posées concernant les captives. Je pense que à la date d'aujourd'hui, en tous les cas, c'est pas trop un sujet TPE-PME parce que ça paraît très complexe. En revanche, ce que l'on avait évoqué lors du groupe de travail, c'était de dire est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de s'inspirer des contrats IFC, indemnité de fin de carrière, c'est-à-dire donner la possibilité, et ça c'est faisable aussi pour un commerçant, de cotiser tous les mois ou à la fin de son exercice quand il fait un bon exercice, et d'avoir ce contrat qui puisse servir en cas de risque exceptionnel. Et puis l'idée sur cette typologie de produits, c'était de prévoir quelques cas de déblocage exceptionnels, un peu comme on le fait d'ailleurs pour la participation, pour l'épargne salariale. C'est de dire, voilà, si la société est en situation quasiment de cessation de paiement, en tout cas un peu avant, donner la possibilité de récupérer les fonds qui ont été mis de côté. Concernant les TPE-PME et l'information, et notamment, est-ce qu'ils ont pris conscience que la cybersécurité pouvait devenir une pandémie future ? Je pense que je l'ai un peu sous-entendu lors de l'intervention, mais non, les TPE n'ont pas pris conscience que demain, ça pouvait être de l'ordre d'une pandémie.
Et c'est ce que il faut vraiment faire un travail de sensibilisation. Je crois d'ailleurs qu'il y a des entités plus ou moins publiques, privées, qui commencent à travailler sur cette sensibilisation avec de la formation. Moi, j'ai été approchée, j'ai une entreprise également de propreté. J'ai été approchée par une entité sur la Normandie qui m'a présenté un système qui permet de faire de la sensibilisation aux collaborateurs avec... les mettre en condition, en fait, sans leur envoyer des mails et puis dire voilà, attention, vous avez cliqué là, il n'aurait pas fallu parce que vous auriez pu être plus vigilant. Enfin, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Et là, c'est le rôle à la fois, c'est le rôle de tous, les entreprises, les organisations, les experts comptables, les assureurs, de faire cette sensibilisation, et les banquiers, de faire cette sensibilisation auprès des TPE-PME. Parce que, comme je le disais, les TPE, elles se sentent peu concernées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas quelque chose qui intéresse, en fait. Elles n'ont pas pris conscience qu'en fait, la cybersécurité, la cybercriminalité, c'était juste pour embêter le système, embêter l'entreprise. Et donc, oui, c'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer et très, très vite. Et on a d'ailleurs, nous, au sein de la CPME, créé une commission spécifique avec un président qui est en charge de ce sujet, parce qu'on est bien conscient que ça prend de grandes proportions. Concernant la liberté pour les entreprises de s'assurer ou pas, et donc derrière, est-ce que si elles ne s'assurent pas, on doit quand même leur maintenir un soutien au nom de l'État ? Écoutez, a priori, j'aurais tendance à dire que ce qu'on a vécu pendant la pandémie, l'assurance n'existait pas ou peu. Il y avait l'assurance perte-exploitation avec des contrats un peu gris où on ne savait pas trop. Ce qu'on a noté quand même, c'est que les entreprises qui ont été indemnisées suffisamment par leur contrat ont moins fait appel ou n'ont pas du tout fait appel aux solutions de solidarité mises en place par l'État. Donc je pense qu'il y a un binôme à trouver. Les entreprises ne sont pas des chasseurs de subventions et de primes pour la grande majorité. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent sur le système, c'est vraiment de sauver son entreprise. Après, aujourd'hui, on n'a pas poussé la réflexion jusque-là auprès de nos adhérents, donc je ne peux pas me faire la porte-parole sur ce sujet-là. Mais en tout état de cause, voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être envisager, de dire, voilà, maintenant qu'on est conscient de ce risque, il y a un produit qui existe, si vous n'êtes pas assuré un minimum sur ce produit, l'État ne peut pas couvrir cette perte d'exploitation particulière. Pourquoi pas ? Il faut qu'on creuse auprès des adhérents. Merci d'avoir ouvert cette perspective de réflexion, en tout cas. Monsieur Labillois, et puis Madame Jusman conclura, et en plus, elle aura, comme elle conclura, s'il y a des questions qui n'ont pas trouvé encore de réponse, elle aura la charge de bien vouloir y répondre. C'est le souci quand on termine. Du coup, je vais éviter de répondre à toutes les questions et je me défaussais lâchement sur Florence. Je réponds à la question de monsieur le sénateur, mais il est parti. Il écoutera. Sur le fait que les voiries et les ouvrages d'art d'infrastructures publiques ne sont pas couverts par l'assurance des catastrophes naturelles. Effectivement, un pont, voilà, aujourd'hui les ponts ne brûlent plus puisqu'ils ne sont plus en bois et il est rare qu'on vole une autoroute. Or, effectivement, l'assurance dommages aux biens à la base, c'est fait pour couvrir, pour dire les choses simplement, le vol et l'incendie. Et c'est simplement une surprime et une extension de garantie qui couvre les dommages consécutifs à des catastrophes naturelles. Raison pour laquelle ce ne serait pas couvert par les CatNat. Maintenant, il n'est pas du tout interdit d'envisager une assurance obligatoire spécifique et dont la prime serait calculée en fonction des capitaux assurés. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables et on serait très heureux d'y contribuer. Sur le fonds de garantie, un peu de business. Oui, mais c'est pas parce qu'on est patron d'une entreprise publique qu'on n'est pas entrepreneur. Et j'ai un mandat social et un intérêt social à développer mon fonds de commerce. Et c'est pour le bien de tous et du marché de l'assurance et de tous nos concitoyens. Sur le fonds européen de garantie pour les risques climatiques, alors j'ai pas compris si c'était pour les catastrophes naturelles ou les risques climatiques sur récolte.
L'idée est très séduisante. J'y ai personnellement exploré cette idée avec des collègues italiens, allemands, espagnols. Le fait est que l'exposition au risque naturel est très très diverse d'un pays à l'autre. Les Italiens, c'est beaucoup le risque tremblement de terre et volcanique. Les Allemands, c'est quasi exclusivement le risque inondation. Enfin bref, je ne vais pas faire le détail, mais si vous ajoutez à cela, à cette diversité, la diversité culturelle par rapport à la socialisation des risques et à l'intervention de l'État, vous arrivez très vite à la conclusion que l'idée même d'un étage européen, sans parler d'un système européen, mais même d'un étage européen est très compliquée. Et notamment nos amis allemands, même s'ils reconnaissent les mérites du régime français des catastrophes naturelles, ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc ça paraît très, très compliqué. Je voudrais simplement illustrer mon propos qui était très théorique, je l'avoue, par les réponses sur les deux sujets, hein, donc un régime pour couvrir les pertes d'exploitation et la réforme de l'assurance des risques climatiques sur récolte. Je dois dire qu'il est absolument critique, indispensable, de clarifier le rôle entre l'assurance agricole et le fonds de calamité agricole. Et tant qu'on n'aura pas clarifié ça, en limitant très clairement l'intervention du fonds de calamité agricole à des situations très spécifiques, il n'y aura jamais d'assurance agricole viable, valable, enfin ça marchera pas. C'est le premier point. Le deuxième point, j'ai indiqué qu'il fallait éviter la tentation du couteau suisse. Il y a un système qui existe pour le terrorisme qui s'appelle le GAREAT. Le GAREAT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pool de co-assurance par lequel, lorsqu'il y a un attentat qui cause des dommages sur une grande entreprise, les assureurs recouvrent le coût de façon solidaire. Et c'est en même temps un groupement d'achat de réassurance par lequel ils achètent en commun la réassurance auprès du marché privé de la réassurance et en dernier lieu auprès de CCR. Ce dispositif, copier ce dispositif pour les risques agricoles me paraît douteux, on va dire, puisque aujourd'hui on a affaire à des assureurs dont le modèle économique sur les risques agricoles est profitable et d'autres pour lesquels il est moins profitable, pour dire les choses calmement. Et donc déjà la partie pool de coassurance, je suis tout à fait preneur de voir comment ça va fonctionner. Quant au groupement d'achat de réassurance, il n'y a pas de problème de capacité sur le marché privé de la réassurance en matière de risque agricole. C'est un risque qui est couvert massivement partout dans le monde, qui se mutualise très bien à l'échelon international. Et ces mêmes capacités existent en France, je le précise. Sur le risque agricole, j'ai entendu de problèmes de moyenne olympique, d'abaisser les franchises. Moi, ce que j'ai retenu des difficultés de cette assurance, c'est que effectivement, on dit qu'il y a un S sur P, elle est techniquement déficitaire quasiment tous les ans. Et donc, il faut, si on veut que ça puisse prospérer, et indépendamment de toute idée de régime de partenariat public-privé, il faut tout de même, comme pour les catastrophes naturelles, se dire que ça doit concerner les catastrophes. Pour les catastrophes naturelles, c'est qui surviennent moins souvent qu'une fois tous les 10 ans. Si ça intervient tous les 2-3 ans, tout le monde comprend que ça ne peut pas être équilibré financièrement, que le prix de l'assurance ou le surcoût qu'on fait peser sur le contribuable est trop élevé. Et j'indique à cet égard que la réassurance publique des CatNat est quelque chose qui est
quasiment équilibré. Sur 35 ans, près de 40 ans d'exercice, on a fait appel une fois à la garantie de l'État, et pour un montant qui est somme toute assez modique. Et ce qui veut dire que la prime de réassurance qui m'est payée par les cédantes, finalement, elle équilibre, elle est suffisante pour payer le... Et donc, on a un dispositif, certes, qui est public, mais qui s'équilibre, et c'est une très bonne chose. Si l'idée, c'était de faire intervenir la réassurance publique pour couvrir les pertes récurrentes certaines d'un dispositif de couverture des risques agricoles, alors il ne faudrait pas appeler ça de la réassurance publique, il faudrait créer un fonds ou recycler le fonds calamité agricole, qui deviendrait un fonds de solidarité abondé par le contribuable. Mais c'est important pour la crédibilité de nos dispositifs de façon générale de réassurance publique. Sur les pertes d'exploitation sans dommage, je pense qu'il y a deux voies. Avant de dire qu'il y a deux voies, je voudrais indiquer que la difficulté que nous avons rencontrée, outre la frilosité, l'opposition, que sais-je, des différentes parties prenantes, il y avait une difficulté qui était où on pouvait avoir le sentiment d'être devant un risque binaire. Soit ça ne survenait pas, et ça pouvait ne pas survenir pendant 30-40 ans, soit ça survenait et ça coûtait 50-60 milliards d'euros. Et du coup, on n'est pas du tout dans la même configuration que le risque de catastrophe naturelle, où bonhomme allant, il y a toujours 300, 400, 600 millions d'euros de catastrophes naturelles, de tailles diverses et variées, et puis de temps en temps, c'est quelques milliards, et puis peut-être qu'un jour, ce sera quelques dizaines de milliards. Et cette non-granularité du risque de pandémie, appliquée aux pertes d'exploitation, est une vraie difficulté. Ceci mis à part, si on veut couvrir, il y a deux approches possibles pour les pertes d'exploitation. Il y a une approche effectivement assez libérale où on n'impose aucune obligation, aucune extension obligatoire de garantie. On cherche simplement à promouvoir les garanties d'assurance perte d'exploitation qui ne sont pas généralisées chez les PME, ETI. Et je ne parle même pas des pertes d'exploitation sans dommage pour lesquelles c'est très très rare. Si c'est très très rare, c'est aussi parce que techniquement, c'est très compliqué à mettre en place, à définir, à tarifer, à indemniser. Il n'y a guère que les grandes entreprises qui arrivent à mettre en place à obtenir des garanties d'assurance sur mesure pour leurs besoins. Et donc, si on veut développer ce marché, il faut être très modeste, l'appliquer à des domaines très spécifiques. Par exemple, l'annulation de billetterie spectacle, par exemple les cautions que doivent donner les agences de voyage, des exemples spécifiques où on peut définir une garantie, la tarifer et la définir de façon plafonnée. Si on doit aller vers un régime général, alors je rejoins un avis qui m'a semblé émerger de la discussion, qui est qu'il faut qu'il y ait une forme d'obligation d'assurance ou d'extension obligatoire d'assurance, auquel cas, dans le cas contraire, il n'y aurait pas de possibilité de mutualisation du risque.